Bonjour à tous, merci beaucoup de nous suivre pour ce nouveau live pour réviser ensemble le bac. Aujourd'hui, on va s'attacher à l'épreuve de physique-chimie et pour ça, je suis avec Pierre Bodaref. Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur donc pour lesbonsprofs.com et alors Vous allez nous proposer un sujet de physique-chimie pour les terminales. Quel va être ce sujet? Alors c'est un sujet de mécanique plutôt classique puisque ça va être en quelque sorte une chute libre qui est un petit peu habillée. Mais ça reste une chute libre, donc un sujet de mécanique très classique qui est tiré d'une annale de 2016, si je ne me trompe pas. On va découvrir ça ensemble. Et alors, est-ce que c'est un sujet plutôt de niveau facile ou très difficile? C'est plutôt un sujet facile au niveau des calculs, qui peut être un petit peu perturbant en première lecture parce que justement, le sujet nous fait rentrer par une porte que vous n'avez pas forcément vue pendant l'année. Mais en soi, derrière, les techniques que vous allez utiliser sont tout à fait classiques. Très bien, écoutez Pierre, je vous laisse poursuivre et n'hésitez vraiment pas, tous ceux qui nous suivent, à poser vos questions. Je reviendrai à la fin de ce corrigé pour les poser directement à Pierre. Bon courage, c'est à vous de jouer. Ok, alors on y va. Donc ce sujet de mécanique qui s'intitulait Vol 0G. Donc on vous commence par une petite introduction. Donc au printemps 2015, un Airbus A310, 0G, donc c'est son nom et c'est aussi le nom de l'expérience, a réalisé ses premiers vols scientifiques. Exploité par une filiale du Centre national d'études spatiales, donc c'est un organisme français, cet avion permet de simuler des conditions d'apesanteur en décrivant des trajectoires paraboliques. Donc là déjà, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ça simule des conditions d'apesanteur, ici, là, conditions d'apesanteur, en décrivant des trajectoires paraboliques. Donc déjà, on te parle d'apesanteur, et on te parle de trajectoire parabolique. Donc pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, mais c'est deux informations qui paraissent déjà importantes. Les scientifiques peuvent ainsi mener des expériences sans avoir recours aux missions spatiales. Ensuite, on continue. Donc là, c'est le premier vrai document. Donc là, on voit une partie texte et une partie parabolique, et l'avion est ici. Et là, il faut essayer de bien comprendre. La première fois que j'ai vu ce document, même moi, il m'a fallu un petit temps pour comprendre exactement où se passaient les choses. Donc il faut être très attentif. Donc déjà, je vais lire un petit peu ce qu'il y a marqué. Pour que les passagers et le matériel embarqués dans l'Airbus A310 soient en apesanteur dans le référentiel de l'avion et qu'ils se mettent à y flotter, il faut que l'avion soit en chute libre. Donc la première chose, tu peux dire peut-être qu'il faut qu'il tombe. On va voir que ce n'est pas le cas. On ne va pas couper les moteurs et l'avion ne va pas tomber comme s'il allait s'écraser, c'est tout autre chose. Dans le référentiel terrestre, un corps est en chute libre lorsque la seule force qui s'exerce sur lui est le poids. Comment mettre l'avion en condition de chute libre, peut-on se demander? Rien de plus simple, il suffit que le pilote de l'avion arrive à suivre la bonne trajectoire parabolique. Et là, en quelque sorte, le sujet te dit, voilà ce que tu dois savoir. Tu dois savoir que pour être en apesanteur, il faut suivre la bonne trajectoire parabolique. Et c'est là où je dirais, le sujet peut être un petit peu perturbant, il ne faut pas forcément que tu cherches à en comprendre plus que ça dans un premier temps. Alors, tu as vu ce que c'est qu'une parabole, et là, tu la reconnais, la parabole. Donc déjà, ça, c'est le premier lien que tu vas faire. Tu vois ce mot-là, et tu le connectes à cette figure-là. Et donc là, on peut se demander, est-ce que tout ça, ça représente la partie où il est en apesanteur? Là, il faut un petit peu te mettre en situation dans l'avion. Est-ce que vraiment, quand l'avion est en train de décoller et qu'il est en train de monter en altitude, est-ce que c'est vraiment cette zone-là qui est en apesanteur? Non, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, il y a une couleur un peu particulière dans cette zone, avec marqué apesanteur 0G. Et donc là, il faut bien comprendre que l'apesanteur commence ici et va s'arrêter ici. Hop là, il y a des petits traits qui apparaissent. Entre les deux, toute cette zone-là, ça va être la zone de l'apesanteur pour l'avion. Donc, un peu plus tard dans le sujet, on y reviendra, un peu plus tard dans le sujet, ce point-là, je l'ai appelé A, et ce point-là, je l'ai appelé C. On continue. Ensuite, on te donne, dans le document numéro 2, quelques caractéristiques de ce vol parabolique. Et là encore, il va falloir faire attention à 2-3 choses. Premièrement, cet angle de départ, là, l'angle par rapport à l'horizontale au début de la parabole. 47 degrés. Donc 47 degrés, ça te parle, c'est un petit peu plus que 45. Donc on n'est pas à l'horizontale, on n'est pas à 45, on est un tout petit peu plus incliné. Donc si je reviens en arrière, il faut bien comprendre qu'on n'est pas en train de parler de cette zone-là initiale.
parce qu'ici, l'avion, sa trajectoire, elle est quasiment horizontale, donc l'angle par rapport à l'horizontale vaut quasiment 0. Donc le fameux 47 degrés, on est bien d'accord, il est là. Hop, j'efface les bêtises. Donc, c'est ici, là, les 47 degrés. C'est au niveau, vraiment, du début de la zone parabolique. Donc ça, c'est pareil, ça peut être quelque chose qui est pas forcément très simple à comprendre la première fois. Donc ça, c'est les 47 degrés. Ensuite, l'altitude au départ et à la fin de la parabole, 7600 mètres. Là, ça te renforce dans l'idée que tu as bien compris le schéma. Donc, ce qu'on appelle le départ et la fin de la parabole, c'est pas le sol, c'est pas quand l'avion décolle du tarmac, du sol. C'est bien au moment où on rentre dans cette zone parabolique qui constitue cette zone où on est en apesanteur. Vitesse, elle est en km/h. Là, attention, tu vois km/h tout de suite, tu te dis forcément quoi? Tu te dis, c'est pas l'unité standard, parce que l'unité standard de la vitesse, c'est mètres par seconde, donc je serai amené à convertir ça. Altitude au sommet de la parabole, 8200 mètres. Bon, pourquoi pas. C'est supérieur à 7600, tout va bien, donc il a bien monté, il est bien arrivé un petit peu plus haut. Et puis vitesse au sommet, 355 km/h. Là encore, attention, on sait qu'à un moment, il faudra convertir pour tomber sur les mètres par seconde. Durée de la pesanteur, 22 secondes. Pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi il y a cette information. On continue sur le document 2. Quelques informations de masse. Donc là, il n'y a pas... Bon, on lit les informations, ça ne tarde pas trop. Il y a la masse de l'Airbus, très bien. La constante gravitationnelle, très bien. L'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre, 9,81. Tu l'as déjà vu en cours, depuis la classe de seconde. Ensuite, la masse de la Terre, qui est en kilogrammes, donc il n'y aura pas de conversion à faire. Le rayon de la Terre, qui est en mètres, donc il n'y aura pas non plus de conversion à faire. Et on t'indique qu'on se place dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen sur la durée d'une parabole qui est de 22 secondes. Ça te rassure. Donc tu penses tout de suite, certainement, deuxième loi de Newton, je vais pouvoir l'appliquer. Et effectivement, on va pouvoir l'appliquer. Donc on arrive maintenant aux questions. Première question, on souhaite vérifier par des considérations énergétiques que la trajectoire suivie par l'avion est modélisable par une chute libre. Rappelez la condition que doit vérifier l'énergie mécanique d'un système lorsqu'il est en chute libre. Donc j'ai mis les réponses un petit peu plus loin. Donc dans un premier temps, on va avoir des questions énergétiques, ensuite des questions sur l'intensité de pesanteur. Donc là, il va falloir faire des calculs qui nous permettent de nous ramener à la deuxième loi de Newton. Ensuite, une fois qu'on aura des informations sur la trajectoire, on va pouvoir atteindre des quantités comme par exemple la durée de la phase d'apesanteur, les 22 secondes qu'on avait vues en introduction. On va essayer à un moment donné de les retrouver ici. Donc on se lance. Là, j'ai voulu me mettre à ta place en fait, et j'ai voulu t'indiquer ce que moi j'aurais noté à la première lecture, c'est-à-dire à la première lecture des deux documents, ce que j'aurais écrit au brouillon, parce que le brouillon c'est très important en physique. Tu vas en avoir besoin pour un petit peu décrire ce que tu as compris, commencer tes premiers schémas. Tu ne vas pas te lancer à faire tes schémas directement sur ta copie. Tu as tous les risques que ce soit brouillon et du coup que disons que ton correcteur n'apprécie pas. Donc en introduction, j'ai mis inutile. Alors c'est pas totalement inutile, hein, c'est pour te mettre dans le bain. Mais il n'y a pas d'informations importantes dans l'introduction. Ensuite, dans le document 1, il y a la notion d'apesanteur et on te dit vraiment les choses très clairement. On te dit pour être en apesanteur, l'avion doit être en chute libre. Et la trajectoire doit être parabolique. Elle doit être. Ensuite, dans le document 2, c'est celui où on me donnait les informations. Donc là, ce que j'aurais fait à ta place sur le brouillon, c'est que j'aurais repris la parabole intéressante et j'aurais mis les données. Donc l'axe Y, c'est l'axe vertical, je le pointe vers le haut. L'axe X, c'est l'axe horizontal. En pointillé, ici, j'ai fait la fameuse parabole. J'ai indiqué l'altitude de départ, l'altitude d'arrivée en haut de la parabole. La vitesse initiale, ici, vecteur V0, qui fait un angle de 47 degrés avec l'horizontale. Ensuite, j'ai rajouté le vecteur V1, le vecteur au sommet de la parabole. Là, il est horizontal, bien sûr, puisqu'on est en train de passer... pardon, je ne voulais pas l'écrire, ça. On est en train de passer d'une phase montante à une phase descendante, donc la vitesse passe bien par un moment où son vecteur est horizontal. Donc c'est ça, c'est la vitesse V1. Et les valeurs étaient données dans le sujet. Donc voilà, moi je les ai notées au brouillon. Ensuite, sur les questions à proprement parler, donc la question 1.1, donc il va y avoir quelques allers-retours là. Rappelez la condition que doit vérifier l'énergie mécanique d'un système lorsqu'il est en chute libre. Donc quand il est en chute libre, notre système il subit quoi?
On te le redit d'ailleurs dans le sujet, en chute libre, il ne subit que le poids. Et le poids, c'est une force conservative. Donc une force conservative, c'est pas comme une force de frottement, ce n'est pas une force de frottement, donc il y a à la fois pas de force de frottement, une force de frottement, ce serait une force qui est non conservative. Le poids, comme il est conservatif, il va impliquer que l'énergie mécanique doit être constante. Il y aurait eu des forces de frottement, ça aurait été très différent. Il aurait fallu les prendre en compte, et on aurait pu éventuellement te dire, pendant cette phase-là, il va y avoir une perte de X joules. Mais là, ce n'est pas le cas. Petit 1, 2, les caractéristiques de la trajectoire parabolique suivie par l'avion sont-elles compatibles avec une chute libre de l'avion? Argumentez votre réponse avec un calcul d'énergie. Donc là, on se doute bien que ça a à voir avec la question précédente, puisqu'on vient de dire que si l'énergie mécanique est constante, alors on est bien dans le cadre ici de la chute libre, on va vérifier que l'énergie mécanique est constante. Donc pour vérifier que l'énergie mécanique est constante, on a tout simplement besoin de faire le calcul de l'énergie mécanique. Donc où est-ce qu'on le fait? Là où on a des informations, c'est-à-dire au début de la parabole et au sommet de la parabole. Donc au début de la parabole, quelle est l'expression de l'énergie mécanique? Donc là tu commences par séparer un petit peu en termes de présentation. Premièrement, tu indiques que tu fais ton calcul au début de la parabole, puis ensuite tu indiqueras que tu fais le calcul au sommet de la parabole. Sois propre, le plus propre possible dans tes questions et dans ton sujet. Donc l'énergie mécanique, tu commences par rappeler son expression. Il est quasiment systématique que dans une question, tu vas avoir des points à la fois pour la partie formule et à la fois pour la partie calcul. Ça, c'est la formule. Énergie mécanique, 1/2 de mv carré. Donc ça, c'est la partie énergie cinétique que tu connais depuis très certainement la classe de seconde. Donc ça, c'est l'énergie cinétique de l'avion. Et ici, mgh, ça, c'est l'énergie potentielle de pesanteur quand l'axe vertical est vers le haut, ce qui est bien le cas ici. Si jamais l'axe était vers le bas, ce serait moins mgh. Donc ensuite, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs, à ceci près, que justement, rappelle-toi, la vitesse était donnée en km/h, donc là, il faut la convertir en mètres par seconde, en divisant par 3,6. Mais à part ça, il n'y a pas de piège. Donc ici, ça fait 1/2, il faut 1,5 10 puissance 5, multiplié par 527 sur 3,6 pour les mètres par seconde, au carré, j'oublie pas le carré, plus, ensuite il y a le mgh, m c'est la masse du système, notre système ici c'est l'avion, 1,5 10 puissance 5, multiplié par g l'intensité de pesanteur, 9,81, et l'altitude au début de la parabole, et je le laisse bien en mètres. Et donc on trouve 1,3 10 puissance 10 joules. Au sommet de la parabole, qu'est-ce qui va changer? La masse du système ne change pas. Par contre, sa vitesse change. On passe de 527 à 355 km/h, donc ça va changer. Et puis de ce côté-là, il y a ce terme-là qui change. L'altitude, on passe de 7700 mètres à 8200 mètres, donc ici ça change. Néanmoins, quand je fais l'addition de ces deux termes, je retrouve 1,3 10 puissance 10 joules. Conclusion, l'énergie mécanique est la même ici et ici. On conclut, on trouve la même valeur, donc ça c'est une conclusion de type observation. On trouve la même valeur d'énergie mécanique, elle est donc constante. Et donc c'était ça la question, puisqu'on te demandait de vérifier l'hypothèse qu'on avait fait au 1.1, c'est-à-dire si l'énergie mécanique est constante, alors on est compatible avec une chute libre. Donc l'énergie mécanique est constante, on est donc compatible avec une chute libre. Donc on continue. Question 2, intensité du champ de pesanteur dans un vol 0G. En détaillant votre raisonnement, montrez que l'intensité de la pesanteur, GH, donc ici en fait dans le sujet c'est un petit h, c'est un h en indice, pardon, en un point situé à l'altitude petit h au-dessus de la surface de la Terre, peut s'écrire cette expression. Donc l'expression t'est donnée dans le sujet. Donc on te dit montrer que ceci. Là c'est une question de cours. Donc comment on fait ça dans un cours? Est-ce que tu t'en rappelles? L'idée c'est que oui, il faut que tu t'en rappelles normalement. L'idée c'est de dire, quand on a un système avec une masse petit m, le poids de cet objet, P, avec le P égale mg, est exactement la même force que la force d'attraction gravitationnelle de la Terre sur l'objet. Et la force d'attraction de la Terre sur l'objet, elle va avoir une autre expression, où fait intervenir cette constante gravitationnelle. Donc, la première chose à dire, c'est de le dire, c'est de dire que tu le sais ça. Donc tu l'écris. Le poids, c'est la même chose que la force d'attraction gravitationnelle. Ensuite, tu l'écris avec des lettres, donc avec une équation. Le poids est égal à la force de la Terre sur l'objet. Quelle est l'expression du poids? mg, sauf que le sujet a appelé g indice h, donc tu réécris g indice h égale, et ensuite la force de la Terre sur l'objet, c'est grand G, la constante gravitationnelle, multipliée par la masse de l'objet, donc c'est petit m dans ce sujet, multiplié par mt la masse de la Terre, et divisé par quoi? Divisé par la distance entre le centre de la Terre et le centre de ton objet. Alors que vaut cette distance?
Donc là, tu as la Terre, son centre. Ici, tu vas avoir un objet qui a une altitude h. Donc, je te fais ce schéma pour bien que tu comprennes pourquoi il y a plus h. La distance entre le centre de la Terre et l'objet, c'est pas juste le rayon de la Terre, c'est le rayon de la Terre plus h, son altitude. Donc voilà pourquoi, au dénominateur, il y a RT plus h qui est au carré. Ensuite, les masses se simplifient de chaque côté et on arrive à GH égale grand G multiplié par la masse de la Terre sur RT plus h au carré. C'est exactement ce qui était demandé. Donc une fois qu'on a cette expression de l'intensité de pesanteur, pour n'importe quelle altitude petit h, on vous demande, justifier à partir du résultat précédent, donc celui-là, qu'il est légitime de considérer que l'intensité de la pesanteur est constante lors d'un vol 0G. Ben oui, parce que comme il y a l'altitude qui rentre en jeu dans la formule, on pourrait se dire tout à fait légitimement que cette expression de l'intensité va varier en fonction de l'altitude, et donc que ça va rendre les calculs un petit peu compliqués. Donc on te dit, essayez de montrer que ça ne varie pas tant que ça. Bon, l'idée c'est de faire une application numérique dans deux cas, à la base de la parabole et au sommet de la parabole. Donc c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que tu dois faire. Donc ici, c'est là. Donc GH à 7600 mètres, donc j'ai tout simplement utilisé les données du document 2 pour grand G, masse de la Terre, rayon de la Terre, et H, je l'ai additionné. Donc dans un premier temps, je prends H égale 7600 mètres, et j'obtiens 9,84 newtons par kilo. Après, je refais le calcul au sommet de la parabole, donc à 8200 mètres, donc je remplace H par 8200, et je retrouve 9,84, pardon. Conclusion, c'est les mêmes nombres. Conclusion, GH ne varie pas entre la base de la parabole et le sommet de la parabole. C'est une information importante, ça veut dire que GH, on peut le considérer comme constant, puisqu'on constate qu'il est constant. Une petite remarque, ici je trouve 9,84, si tu le fais, et je t'invite à le faire à la calculatrice, tu trouveras des chiffres qui sont derrière le 4. Pourquoi moi j'ai gardé 3 chiffres significatifs, le 9, le 8, le 4 ? C'est parce que je me suis référé au nombre de chiffres significatifs que j'avais dans les données de ces nombres-là. Donc il faut que tu regardes combien il y a de chiffres significatifs dans le sujet pour G, pour la masse de la Terre, pour le rayon de la Terre et pour l'altitude. Et tu verras que du coup, le nombre ici qui a le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est 3. Et donc c'est pour ça que j'en ai gardé que 3 ici. Donc ça, c'est quelque chose de classique aussi, tant qu'on en est là. Lors de la correction, on va toujours être très attentif à la façon dont tu exprimes tes résultats. Si jamais tu mets des résultats avec des dizaines de chiffres après la virgule, tout ça parce que ta calculette a sorti des dizaines de chiffres après la virgule, on va comprendre que tu n'as pas compris la notion de chiffre significatif, donc fais attention de ne pas en mettre trop. Et ensuite, la dernière partie, la durée des phases d'apesanteur. Donc ici, on veut te faire étudier le mouvement. Donc là, c'est un petit peu mathématique, mais ça va aller, tu vas voir, c'est du classique. Premièrement, énoncer la deuxième loi de Newton. Deuxième question, ce sera montrer les équations horaires, x, y, du grand classique. Et ensuite, on te demande, en exploitant ces équations, calculer la durée d'apesanteur. Donc on va faire toutes ces questions en même temps. Et pour cela, tu as le sujet qui t'indique un schéma et qui te donne même les équations que tu dois trouver. Donc là, pourquoi c'est un classique ? Parce que ça, tu l'as forcément fait plusieurs fois en terminale. Donc là, tu retombes normalement sur tes pieds quand tu arrives à cette question, sans trop de surprise. Donc premièrement, deuxième loi de Newton, c'est que donc dans un référentiel galiléen, ce qui est le cas ici, pour un système de masse m qui subit un certain nombre de forces extérieures, la somme de ces forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Ici, question suivante, donc là c'était la première question, 3.1, 3.2, les équations horaires. Bon, on commence par faire le bilan des forces. Ici c'est simple, il n'y en a qu'une. Pourquoi ? Parce que l'avion il subit son poids. C'est une hypothèse. Donc poids P est égal à moins mgh multiplié par le vecteur unitaire j, qui traduit le fait que le poids c'est un vecteur qui est vertical. Le moins traduit le fait qu'il est vers le bas. Pourquoi ? Parce que le vecteur j, tu vois, est vers le haut. Donc forcément, je mets un moins pour que ce soit moins j et que pour p soit bien un vecteur vers le bas, comme ceci. Ensuite, au brouillon. Je fais la projection de V0 parce que je sais que j'en aurai besoin. La vitesse initiale, elle a une composante horizontale, une composante verticale. Donc, pour faire la projection, tu fais un petit axe X, axe Y, tu indiques le vecteur V0, l'angle alpha, et pour projeter, ça veut dire que tu veux connaître cette longueur. Ça, c'est la projection de V0 sur l'axe horizontal. Donc ça, c'est V0 cosinus alpha. Et ça, c'est la projection sur l'axe vertical, cette longueur, V0 sinus alpha. Du coup, on peut écrire que V0, c'est sa projection sur l'axe X, donc V0 cos alpha fois I, plus sa projection sur l'axe Y, V0 sinus alpha fois J. Ça, c'est au brouillon. Mais tu vas voir que ça va te faire gagner du temps après.
Donc on y va. Deuxième loi de Newton, P égale ma. Je remplace P par ce que j'avais dit avant. Je remplace A par rien du tout, par A, parce que pour l'instant on ne le connaît pas. Je simplifie les masses. Ensuite, je projette sur l'axe horizontal et vertical, donc sur I et sur J. Sur l'axe horizontal, A s'appelle AX. Et il n'y a rien ici sur l'axe horizontal, donc c'est 0. Sur l'axe vertical, il y a moins GH. Et sur l'axe vertical, A, je l'appelle AY. Et donc là, c'est le truc classique. On va intégrer 2 fois pour arriver aux équations horaires. Donc tu intègres une fois, Vx devient une constante. Cette constante vaut la vitesse at égale 0, donc V0 cos alpha. Ensuite, quand tu intègres moins g, ça fait moins gt plus une autre constante, c'est pour ça que j'ai mis un prime. Cette constante prime, comment on la détermine? Avec les conditions initiales. Vy à t égale 0, c'est égal, comme ce terme disparaît, à la constante prime, et c'est égal à V0 sinus alpha. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai fait mes projections, donc j'ai gagné du temps. Je le sais que la projection de V sur l'axe X, c'est V0 cos alpha à t égale 0, parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure. Et là, de même. Donc on en arrive à cette étape. Ensuite, on intègre de nouveau. Donc là, Vx va devenir X, Vy va devenir Y, et puis à gauche, V0 cos alpha va devenir V0 cos alpha t plus une autre constante qu'on va déterminer. Moins gt devient moins 1,5 de gt carré. V0 sinus alpha fois t, plus de nouveau une constante. Pour les déterminer, toujours la même chose, condition initiale. Qu'est-ce qui se passe à t égale 0? X vaut 0, puisqu'on a placé l'origine au début de la parabole. X vaut 0. Et puis par ailleurs, comme on est à t égale 0, ce terme-là disparaît, il reste que la constante. Donc la constante vaut 0. Ça, normalement, tu l'as déjà vu en cours. Pour y, c'est la même chose. À t égale 0, ces deux termes disparaissent, il reste que la constante prime, et elle vaut 0. On en arrive aux équations horaires qu'il fallait trouver. La durée de l'apesanteur, c'est la question suivante. Ça, il suffit que tu comprennes ce qui se passe. L'apesanteur, c'est je veux aller de A à C. Donc quelle est la durée pour aller de A à C? Il me faut une information sur quelque chose, sur C. Si tu as une information sur C, tu vas pouvoir en tirer quelque chose, parce que c'est en C que tu as fini ta zone d'apesanteur. Donc qu'est-ce qu'on sait sur le point C? Donc déjà, j'écris ce que je viens de dire. La durée d'apesanteur, c'est la durée pour aller du point A au point C. Et en C, on sait que Y vaut 0. C'est ça ce qu'il faut utiliser. Et comme Y, on l'a de la question précédente, c'est moins 1,5 de gt carré plus V0 sinus alpha t, je dis que ça vaut 0. Donc ensuite, là c'est qu'un petit calcul. Donc d'abord, dans un premier temps, je simplifie les t. Ensuite, je fais passer V0 à droite et je multiplie par moins 1 à gauche et à droite. Donc on arrive là. Et ensuite, le 1,5 de g, je le fais passer à droite et j'ai l'expression de t. Si je fais l'application numérique, je trouve 22 secondes. Et on te demande si c'est cohérent. Bien sûr que c'est cohérent parce que dans le document 2, on te le disait que c'était la durée. Toute dernière question. On te demande comment faire pour que la durée du vol soit plus longue. Donc, comme on vient de trouver que t, c'est 2 sur g fois v0 sinus alpha, pour augmenter cette durée de vol en apesanteur, il suffit d'augmenter des termes qui sont là. Alors, il faudrait augmenter sinus alpha, par exemple. Augmenter sinus alpha, ça revient à augmenter alpha. Donc ça veut dire on va demander à l'avion de se mettre avec un angle un peu plus incliné. Mais attention, là il y a un risque de décrochage, c'est-à-dire que l'avion n'est plus capable de voler. Une autre façon d'augmenter t, c'est de se dire on va augmenter le terme V0. V0 c'est la vitesse initiale. Oui, sauf que là on est très certainement limité par les moteurs de l'avion. Donc on va peut-être pas pouvoir l'augmenter. Mais en tout cas, c'est deux termes sur lesquels on peut jouer. Et donc c'était la dernière question du sujet où on te faisait un petit peu réfléchir à l'utilisation d'une des formules. Merci beaucoup Pierre pour ce corrigé donc très détaillé, en espérant qu'il vous aura aidé, chers internautes. Et alors j'ai quelques questions à vous poser. La première de Nina. Pourquoi ici c'est une chute libre alors que les moteurs sont allumés? Oui. Donc effectivement, ça c'est un petit peu passé sous le tapis, et justement parce que ça peut être trop compliqué. Donc l'idée c'est que, qu'est-ce que c'est qu'une chute libre habituellement? Une chute libre habituellement c'est ça va être un petit peu violent ce que je vais dire, mais tu t'imagines dans un ascenseur et tu coupes les fils qui te retiennent. Bon là tu es en chute libre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que le poids qui agit sur toi, et donc tu vas être en chute libre et tu vas te sentir en quelque sorte, tu peux te sentir peut-être en apesanteur par rapport à l'ascenseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à l'ascenseur, tu pourrais te retrouver sans contact au niveau des pieds. Tu es en apesanteur par rapport à l'ascenseur. Mais dans l'avion, c'est la même chose. Il a beau avoir ses moteurs, si jamais il plonge suffisamment vite, tu vois, c'est un petit peu comme un ascenseur qui serait décroché. Toi, tu es dans l'avion, mais s'il plonge plus vite que toi, tu ne tombes, ou en tout cas pile à la même vitesse que toi, tu ne tombes, je ne sais pas si tu le sens, mais en quelque sorte, tu vas tomber et l'avion va tomber aussi.
Donc vis-à-vis de l'avion, c'est comme si tu étais en apesanteur. Donc c'est ça l'idée avec les mains, en tout cas. Donc une chute libre où les passagers, a priori, ne meurent pas. Non, tout va bien. Et alors, autre question de Bob93. Est-ce que le petit exercice est toujours sur 5-6 points? Oui, en général, ça c'est une constante au bac. Donc tu auras 3 exercices, 2 qui sont pour tout le monde et le dernier qui est soit pour ceux qui sont en spécialité physique-chimie, soit pour les obligatoires. Donc il va être différent en fonction de la situation. Mais tu auras toujours un petit exercice, et celui-ci, c'est le petit exercice, qui est sur 5-6 points, rarement plus. Un autre de gros qui fait 10-11 points en général. Et alors, une dernière question de Stévan64. Est-ce que la fonction cosinus est croissante aussi? Ok, donc ça, j'ai été un petit peu vite là-dessus. Là, on est dans un détail technique, mathématique, mais qui est quand même très important. C'est qu'ici, à la fin, quand je t'ai indiqué que pour que la durée de l'apesanteur puisse augmenter, il fallait augmenter sinus alpha, j'ai été très rapide pour te dire, ça veut dire que alpha doit augmenter lui aussi, c'est-à-dire l'angle avec lequel l'avion va commencer sa parabole. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut pour que si alpha augmente, sinus alpha augmente, il faut que la fonction soit dite croissante. Et est-ce que c'est le cas? Oui, sur 0,90 degrés. Et justement, l'avion, au début de sa parabole, quand il va attaquer sa parabole, donc là, je refais les axes. Ça, c'est le début de la parabole de l'avion. Donc, ce qu'on te dit, c'est ici, il y a un angle alpha. Allez. Ah, catastrophe. Ouais. Tout s'efface. Hop, là, je déplace tout. D'accord. Ah, bah voilà, c'est bon. C'est bon, je suis revenu. Ouais, tout est revenu. Donc, ici, on a la vitesse de l'avion au départ, la vitesse initiale. Ici, on a l'angle alpha. Et donc, tu vois bien que déjà, les angles alpha pour un avion, ça va forcément osciller entre l'horizontale et la verticale, donc entre 0 et 90 degrés. C'est pour ça que la fonction, que ce soit cosinus ou sinus, on va s'intéresser qu'à des angles entre 0 et 90 degrés. Déjà, si tu as compris ça, tu as quasiment compris la moitié. Ensuite, une fois que tu sais qu'on est entre 0 et 90 degrés, là, il faut connaître un petit peu, mais tu as ta calculatrice, il faut connaître les allures des fonctions cosinus et sinus, pour comprendre si elles sont croissantes ou non. En l'occurrence, la fonction sinus de alpha, entre 0 et 90, sinus alpha, quand ça vaut 0, sinus 0, c'est 0, sinus 90 degrés, c'est 1. Donc tu sais que c'est une fonction qui fait ça en quelque sorte, qui est croissante. Alors que la fonction cosinus, en 0, elle vaut 1. Et en 90 degrés, elle vaut 0. Donc elle, c'est l'inverse, elle est décroissante. Ce qui veut dire que si jamais ici, il n'y avait pas écrit sinus alpha, pardon, mais s'il y avait marqué, ici, s'il y avait marqué cosinus alpha, ce serait tout à fait différent. Parce que pour que cosinus alpha augmente, il faudrait que alpha diminue, puisque justement, c'est une fonction décroissante, la fonction cosinus. En tout cas, elle est décroissante sur l'angle 0, 90 degrés. Très bien, eh bien, merci beaucoup Pierre. On va s'arrêter là. Normalement, avec ça, vous êtes parés pour le bac, l'épreuve en tout cas de physique-chimie. N'hésitez pas à aller voir nos autres corrections en français, en philosophie, en maths, en SES aussi, en SVT. Voilà, elles sont disponibles pour vous, elles sont faites pour vous. Alors n'hésitez pas à les consulter. Et merci encore à Pierre des bonprofs.com d'avoir proposé ce corrigé. Merci à vous, au revoir. Au revoir et bon courage.